60% environ des cas qui sont dépistés de démence, qui présentent des manifestations de démence, c'est relié à la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a plusieurs formes de démence. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment une maladie du cerveau qui affecte les cellules qu'on appelle les neurones, les cellules nerveuses, et qui vont, elles aussi, à leur tour, provoquer des difficultés au niveau des facultés intellectuelles, des facultés de la mémoire à court terme, qui vont, elles aussi, influencer les activités de la vie quotidienne. Et quelque part, on peut la dépister avec des tests qu'on appelle le mini-mental, le Folstein, qui est exactement la même chose, qui nous permettent de voir si la personne a des difficultés cognitives, qu'on appelle, donc des facultés reliées aux fonctions de la mémoire. Les médecins vont aussi vérifier avec des prises de sang, aussi le scan cérébral qui va être fait dans certaines circonstances. En général, c'est les généralistes qui s'occupent de dépister. Quelquefois, quand le médecin a des doutes, il va référer à un spécialiste. Je me suis intéressée par ricochet aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer parce que d'abord, j'étais beaucoup plus en lien avec les personnes en fin de vie, les personnes endeuillées. Et les personnes en fin de vie m'ont beaucoup enseigné de la vie. Bref, c'est eux qui m'ont enseigné la vie au-delà de tout ce que j'aurais pu, tout mon parcours académique. Et quand je posais la question aux personnes en fin de vie, à savoir ce qu'ils apportent avec eux au terme de leur vie, tous me disaient des souvenirs d'amour. J'ai donc compris que la seule chose que les gens apportent avec eux comme souvenir, c'est ce qu'ils ont créé comme souvenir d'amour, comme échange entre eux, qui leur a laissé d'une certaine manière une empreinte de ce qu'ils ont vécu d'agréable. Et quand j'ai commencé à travailler avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, en faisant des tests de dépistage, en allant dans des milieux de soins pour aider le personnel soignant à mieux entrer en lien avec eux, j'ai commencé à explorer cette approche-là de travailler à partir des compétences du cœur avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et je me suis rendu compte, au même titre que tous les soignants qui m'ont accompagnée dans l'expérimentation de la démarche, que ça fait vraiment une différence, qu'on arrive à aller toucher les gens là où ils ne sont pas malades. Et ça m'a permis vraiment de constater que, tout comme la personne en fin de vie, tout comme n'importe quel être humain d'ailleurs, qu'il est une partie de nous qui ne sera jamais malade et qui ne mourra jamais. Donc, ce qu'on peut appeler dans le langage spirituel l'âme. Et cette partie-là de nous demeure sensible quand on a la maladie d'Alzheimer, et ça jusqu'à la fin. L'information qui est donnée, c'est vraiment une très courte formation qui vient donner des exemples de clés qu'on peut utiliser pour mieux entrer en lien avec les gens. Donc, qui permet aux gens de venir exposer leurs difficultés, de comprendre de façon plus approfondie aussi comment fonctionne la maladie. Et surtout, c'est vraiment mon but premier, d'explorer chacune des clés qui peut les aider à mieux nourrir le lien. Donc, il y a aussi énormément d'interactions, mais mon but, c'est d'offrir les clés en partage pour qu'elles puissent voyager, bien sûr, puis faire des différences. J'ai vu sur Internet, sur Alchimed, moi je reçois la publicité web qui s'appelle Alchimed. Et là-dessus, j'avais vu un cours qui m'intéressait. C'était pas nécessairement sur la maladie d'Alzheimer, mais quand je suis allée sur le site, j'ai vu sur la maladie d'Alzheimer et on était comme dans un pic avec ma mère. Puis c'est ça qui m'a appelée. J'ai découvert Lynn par son livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « La sagesse au fil d'arrivée ». C'est un livre qu'elle a écrit sur les deuils, les derniers moments de fin de vie. C'est une amie qui m'avait référé son livre, que je vivais à ce moment-là un deuil. J'ai adoré son livre parce que c'est vraiment, Lynn, c'est vraiment quelqu'un qui nous amène au cœur de l'humain, vraiment à l'essence de la personne. Elle n'essaie pas de changer l'autre, elle le prend où elle est, elle accompagne dans où est-ce que ça en va. C'est ce qui est très, très important pour moi, qui est important aussi dans ce que je fais comme mon rôle d'accompagnatrice. Je n'essaie pas de changer la personne, je l'amène. J'essaie de l'accompagner où est-ce qu'elle va aller, c'est tout. C'est comme ça que j'ai rencontré Lynn. Et après ça, j'ai vécu un deuil, j'ai contacté Lynn, j'étais allée la voir et j'ai suivi des formations sur le deuil avec elle. J'ai suivi 3 fins de semaine qui m'ont beaucoup apporté aussi, qui m'ont fait aussi me prendre conscience que j'étais à la bonne place.
que j'étais vraiment, que je faisais quelque chose que j'aimais, qui collait avec probablement mes talents. C'est ça. Moi, j'ai découvert Lynn Asselin par Internet. J'ai su que Mme Asselin faisait une conférence sur la maladie d'Alzheimer. Alors, ma curiosité m'a amenée à aller à la conférence de Mme Asselin pour savoir qu'est-ce qu'elle disait sur la maladie d'Alzheimer. Puis je savais qu'elle m'apprendrait des choses parce qu'on ne fait pas des conférences sans savoir de quoi on parle. Et c'est une dame qui sait très bien de quoi elle parle. Elle nous a donné aussi plein de trucs, la façon d'approcher les gens. J'en connaissais un peu, mais depuis la conférence, j'en connais beaucoup plus. Moi, je suis agente de liaison. C'est moi qui fais l'ouverture des dossiers des personnes qu'on accompagne. Je fais aussi des soirées d'information, une fois par mois. Je fais de l'écoute téléphonique et je fais de l'écoute individuelle. Et mon plus grand rôle est de faire connaître la société parce que les gens ne sont pas informés au sujet de la maladie. Et ils ont peur aussi d'approcher, d'être identifiés à la maladie d'Alzheimer. Un exemple hyper simple de comment se mettre au niveau de la personne, je dirais peut-être plus comment se mettre au même endroit que la personne pour échanger avec elle. Parce que si on parle de niveau, on parle déjà de comme ça ou de comme ça. Puis moi, j'aime pas regarder la vie comme ça parce que je me dis, on est tous comme ça. C'est pas parce que les facultés intellectuelles de la personne et de sa mémoire commencent à se dégrader que la personne, elle est moindre. C'est mes yeux à moi d'humain qui perçoivent ça comme ça. Parce que moi, j'arrive à qualifier seulement ce que je vois avec mes yeux. Donc, ce que je vois pas, je peux pas le définir. Alors, si je me dis que comment je pourrais la rejoindre, comment je pourrais me placer là où elle peut m'entendre, déjà, c'est une façon d'agir. Et ce que j'ai fait à répétition avec des personnes, c'est-à-dire me rappeler qu'elle est plus que sa maladie, me rappeler qu'il y a une partie d'elle, évidemment, qui ne meurt pas, qui n'a pas la maladie d'Alzheimer, qui possède sa mémoire en tant que telle, ce que moi j'appelle la mémoire du cœur, quelque part. Juste de me rappeler ça avant d'entrer dans la chambre de la personne. Déjà, en conscience, je me place ailleurs. J'arrive pas comme celui et celle qui veut changer quelque chose. J'arrive pas non plus dans un état d'insécurité moi-même. Parce que si je me sens insécure, la personne, comme elle ressent beaucoup plus qu'avant, elle va ressentir que je me sens insécure, que je ne sais pas quoi dire, que je ne sais pas quoi faire. Elle va percevoir mon insécurité qui va se juxtaposer à sa propre insécurité. Parce que si on se met dans la peau de quelqu'un qui est en train de tout perdre ses points de repère, même si c'est une personne qui était très forte auparavant, ça doit être saprement insécurisant. Peu importe notre tempérament et ce qu'on a vécu. Alors, vu ainsi, on se replace au même endroit que la personne et on descend. C'est mes images à moi. Hein? On part d'ici avec toutes nos questions, nos intentions, puis on se dit, OK, ça ne fonctionne pas. Donc, même si je suis bien intentionnée, si je pars d'ici, ça ne donne rien. C'est une sacrée déprogrammation. Et je choisis consciemment de descendre ici, c'est-à-dire d'aller quelque part où je ne sais rien, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment l'autre va réagir, je n'ai pas d'attente, mais je reste là. Parce qu'on m'a dit que c'était un endroit par lequel je pouvais entrer en lien avec la personne. Et c'est très, très intéressant de voir les résultats. C'est comme si tout à coup, c'est comme une onde qui se manifeste et la personne perçoit où je suis et tout à coup, elle me reçoit là où je suis. Ça vient l'apaiser. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout le temps. Si j'avais un sacré caractère avant la maladie, ça risque de ne pas être différent parce que j'ai développé la maladie. Mais c'est quand même extrêmement surprenant de voir jusqu'à quel point les gens s'apaisent dans leur attitude, dans leurs yeux. Évidemment, si je touche la main de quelqu'un et je suis consciente de tout ce que je viens de dire, je ne vais pas la toucher de la même façon. Donc, la personne ne va pas recevoir mon toucher, ma parole, mon ton de voix va changer. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est la qualité de la présence, au fond, qui fait la différence. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est difficile d'expliquer ça parce que c'est pas quelque chose qui est concret et nous, les humains, on a horreur de ce qu'on peut pas quantifier. Mais c'est un peu comme si on partait de Montréal puis on allait à New York dans notre voiture et qu'on essaie envers et contre tout d'écouter le même poste de radio.
et que tout à coup, on change de fréquence en cours de route. Mais moi, j'insiste parce que c'est ce poste-là que j'aime. C'est cette station-là que j'aimais écouter. Et je veux absolument toujours revenir en arrière pour toujours écouter la même chose. Mais avec la personne qui a la maladie d'Alzheimer, c'est un peu la même chose. Elle ne fonctionne plus sur la même fréquence que nous. Donc, c'est à moi de changer de fréquence parce que j'ai changé d'endroit pour la rejoindre. Donc, je dirais que ce qui est difficile à quantifier est peut-être plus facile à comprendre avec un exemple de cette nature-là. Et c'est assez surprenant, même pour moi, de voir jusqu'à quel point ça a fonctionné, parce qu'au début, je l'ai expérimenté. Et ensuite, pour les soignants qui ont été formés avec cette approche-là, qui souvent avaient des problèmes importants avec des résidents qui manifestaient à cause de la maladie, justement des situations où ils n'arrivaient plus à gérer ni la personne atteinte, ni la famille. Et après la conférence, la majorité des situations arrivaient à se transformer, puis complètement en plus. Alors, ça venait vraiment confirmer. Et quand je donnais la formation, les soignants, quand on leur demandait ce qu'ils avaient le plus retenu de la journée, ce qui les avait le plus touchés, c'était exactement la phrase que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a une partie de tous les gens qui accompagnent qui n'est pas la maladie, qui n'est pas limitée, qui n'est pas dégénérative. Et ça, à leur dire, ça changeait complètement leur regard sur les personnes qu'ils accompagnent. Alors déjà, si j'entre dans la maison ou la chambre de quelqu'un et que je n'ai pas le même regard sur elle, nous, on n'est pas malade. Et puis si quelqu'un nous regarde avec condescendance ou avec fermeture, on le sent. Et c'est la même chose pour eux. Mon métier consiste à donner du répit aux aidants naturels, ceux qui vivent à la maison et qui veulent être gardés, leur conjoint, le plus longtemps possible avec eux. Je le fais des blocs de 4 heures. Quand j'arrive, la personne qui est aidante naturelle, ce soit moi, présentement, ça se trouve être le conjoint parce que je vais vers les femmes. C'est des femmes que j'accompagne présentement. Le conjoint en profite pour aller faire ses commissions et en profite pour faire des activités pour pouvoir permettre à sa conjointe de ne pas être seule. Fait que lui, il fait des travaux, des fois c'est juste autour de la maison. Des fois, le conjoint va juste se coucher et se reposer parce qu'il y a du sommeil à reprendre. Fait que c'est ça. Et moi, quand j'arrive là, j'essaie de créer un contact vraiment avec la personne au fil du temps. Il se crée un contact de confiance, de sécurité, de bien-être. Elle ne se souvient pas souvent de mon nom, mais elle se souvient de moi quand j'arrive. Elle se souvient qu'ensemble, on fait des activités qu'elle aime. Souvent, je vais l'écouter ou on va des fois regarder la télévision seulement ensemble. Juste d'être là, pour elle, c'est apaisant. Et c'est sécurisant aussi pour l'aidant. Fait que c'est un peu ça que je fais. Je suis assez disponible à la personne qui est là. Je la prends comme elle est au moment. Parce que c'est jamais pareil. D'une fois à l'autre, c'est sûr que la maladie progresse. Fait que je m'adapte à chaque fois. Il y a des journées qu'elle a le goût de dormir, je suis juste à côté d'elle, puis des fois elle dort, elle se réveille, elle me regarde, juste savoir que je suis là est correct, là, tu sais. D'autres journées, elle a le goût d'aller marcher ou elle a le goût de jouer aux cartes, bien on fait ce qui lui tente à ce moment-là. Quand j'ai eu le cours, moi, la semaine d'après ou 2 semaines après, j'ai rassemblé mon frère et ma soeur, on est 3 à la maison. Et puis là, je leur ai expliqué tout ce que j'avais appris. Puis là, ça a été comme une dynamique de famille aussi qui a embarqué là-dedans. Fait que ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et la première fois que j'ai eu un contact avec une personne qui était atteinte de maladie, j'ai comme eu peur, tu sais. Je comprenais pas, elle courait après moi puis elle voulait me toucher. Mais c'est comme si j'ai voulu aller plus loin que ça, puis aller voir c'est quoi qui dépassait mes peurs. Et c'est ça qui m'a fait aller vers ça, vers cette... Puis le rôle d'accompagnatrice aussi me rejoignait beaucoup, puis j'ai accompagné aussi une de mes sœurs qui était en fin de vie. Ce qui fait que, bon, ça rejoignait un petit peu, je te dirais, mes intérêts. Oui, c'est clair que dans les effets secondaires de la maladie, il peut y avoir des troubles de comportement, des difficultés au niveau de la personnalité, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, soi-disant. Par contre, les gens se questionnent souvent quand il s'agit d'entrer en lien avec eux. Je dirais que si on part de l'intention de vouloir changer ce que l'autre vit pour que nous, on soit mieux, on est sur une mauvaise piste. Parce que la maladie d'Alzheimer nous enseigne aussi ça. C'est d'accueillir la personne là où elle est, sans vouloir que ce soit différent pour qu'on soit bien aujourd'hui.
la personne va nous décoder parce que la maladie fait en sorte que comme sa tête ne fonctionne plus, elle est d'une certaine manière propulsée dans son cœur, au même titre qu'une personne qui est aveugle va développer un autre sens, comme ça, sans même avoir besoin d'y réfléchir. Donc, ces gens-là sont très sensibles à notre attitude, à notre état d'esprit, à nos intentions. C'est comme s'ils avaient un radar qui se développe pour percevoir d'où on part pour entrer en lien avec eux. Alors, même si on est bien intentionné, mais qu'on veut changer leur comportement parce que le comportement qu'ils ont nous dérange, non seulement que ça ne fonctionnera pas, mais on va créer de la résistance entre eux et nous. Parce que la personne va sentir qu'on veut l'amener ailleurs que là où elle est. Alors, ça nous fait travailler aussi beaucoup la sagesse, parce que ça nous amène à devoir nous regarder qu'est-ce qui fait que je voudrais tant que l'autre change pour que moi, je sois mieux. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin que ce soit toujours parfait pour que moi, je puisse accepter ce qui arrive. Et si moi, j'accepte de travailler sur moi et de changer ce qui me dérange chez l'autre, ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action, je reviens toujours à ça, mais c'est ça. Alors, on n'a aucun pouvoir d'action sur la maladie, et ça, il faut bien comprendre ça. La maladie n'est pas la faute de personne, c'est la maladie qui fait en sorte que ce genre de symptômes-là se manifestent. Alors, il ne faut pas chercher à qui la faute et il ne faut surtout pas se mettre sur le dos une responsabilité qui n'est pas la nôtre. La responsabilité de la maladie n'appartient à personne. Par contre, j'ai la responsabilité de m'ajuster pour mieux composer avec la maladie. Et comme l'autre personne ne va pas changer, parce que si je me mets à lui expliquer ce qu'elle devrait changer, ça ne fonctionne pas parce que son mental ne fonctionne pas. Donc, tout ce qui est explication, décortication, analyse, comparaison, ça ne passe plus. Alors, c'est ça qui crée des difficultés souvent importantes dans les liens parce que spontanément, j'ai l'habitude de parler et de m'adresser à quelqu'un comme ça. Et même si je le fais avec beaucoup d'amour, je suis quand même en train d'expliquer quelque chose, de raisonner quelqu'un. Et comme la raison ne fonctionne plus, il faut se mettre à la place de la personne qui est atteinte. Si on me parle dans un langage que je ne décode plus, ça m'amène à vivre une encore plus grande insécurité. Alors, c'est souvent ça qui fait boule de neige, qui fait que les gens ne savent plus comment entrer en lien. Donc, ce sont vraiment des pistes qui nous aident à mieux comprendre, à mieux saisir pour mieux interagir. Autrement dit, la maladie ne change pas, c'est ma relation avec la maladie qui va changer. Et comme j'ai mieux compris comment entrer en lien avec la maladie, donc avec la personne, je change ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action. Et je m'incline sur ce sur quoi je ne peux pas changer, qui s'appelle la maladie, parce que même si jusqu'à la fin de mes jours, je suis en colère parce que ma mère est atteinte de la maladie, ça ne va rien changer. Et en plus, quand ma mère va mourir, mais en plus, je vais regretter le fait de ne pas avoir nourri des liens avec elle, parce que si je m'éloigne d'elle, parce que je ne sais pas quoi faire avec elle, je me sens coupable. Et si je suis à côté d'elle, puis je me sens impuissant, je me sens mal aussi. Donc, quelque part, les gens reviennent toujours au point zéro de se demander comment entrer en lien avec ces personnes. Clairement, c'est, du moins des témoignages que je peux recevoir, c'est beaucoup au cœur de tout ce qui se passe. C'est qu'on passait notre temps à s'ostiner avec elle dans le sens où ce qu'elle faisait, ma mère, c'est qu'elle déformait la vérité. Puis là, on était toujours en train de ramener « Non, maman, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, maman. » Fait que on était toujours comme en contradiction, elle et moi. Et puis, il y avait aussi l'autre difficulté qu'il y avait, c'était que ma mère elle a toujours été dictatrice. Et là, on avait vraiment l'impression qu'elle manipulait mon père d'une façon pire encore, mais on ne savait pas que c'était la maladie qui faisait ça. Selon les écrits, actuellement, la maladie s'échelonnerait sur 7 étapes. Et évidemment, les étapes vont en grandissant en symptômes, des pertes de mémoire à court terme, des difficultés d'orientation dans le temps, dans l'espace, difficultés de jugement aussi. C'est-à-dire que, bon, si c'est l'été, je ne sais pas que je dois mettre des vêtements qui sont appropriés à l'été. On voit souvent des difficultés au niveau de l'hygiène, de l'alimentation. Je ne ressens plus le besoin de m'alimenter ou je n'ai plus envie de m'alimenter. Où je ne sais plus comment faire la cuisine, comment préparer le café en 3 étapes, etc., etc. Donc, plus ça avance dans les étapes, plus tous ces symptômes-là se manifestent plus souvent et plus longtemps pendant la journée, jusqu'à la toute fin. Je vous partage une image qui est très, très appréciée de la part des personnes qui sont atteintes et aussi des proches. C'est un peu comme si on avait une boîte
dans notre cerveau et que cette boîte-là, elle gère la mécanique de la mémoire. Et l'information de la mémoire est dans la boîte. Mon fameux exemple de la boîte. Alors, spécifions que cet exemple de boîte que j'utilise pour vulgariser quelque part la maladie d'Alzheimer, c'est loin d'être scientifique. C'est un exemple qui m'est venu une fois quand j'expliquais à une épouse comment fonctionnait la mémoire de son mari, ou plutôt comment ne fonctionnait plus la mémoire de son mari. Et ça m'est venu spontanément de lui dire que c'est comme s'il y avait une boîte dans le cerveau de son mari qui gère la mécanique de la mémoire. Parce que les problèmes intellectuels, les problèmes cognitifs reliés à la maladie d'Alzheimer, c'est des problèmes qui, quelque part, sont mécaniques. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons une emprise dessus, c'est pas nous qui décidons qu'on n'a plus accès tout à coup à la mémoire. C'est un problème, justement, relié à ce que j'ai nommé tout à l'heure, qui fait en sorte que la mémoire n'est plus disponible au moment où on le voudrait et de la manière dont on le voudrait. Alors, avec cet exemple-là, c'est comme si l'information qui est contenue dans notre mémoire est à l'intérieur d'une boîte et que cette boîte, elle se ferme et elle s'ouvre, mais à sa guise. Donc, nous, on n'a aucun contrôle sur l'ouverture et la fermeture, donc sur l'accès à l'information qui est dans notre mémoire. Vu ainsi, les gens comprennent bien que la personne n'est pas départie de l'information, que sa mémoire existe quelque part, mais qu'elle peut juste ne pas y avoir accès. Donc, ce qui fait en sorte qu'au quotidien, quand la personne me repose la même question pendant 4 fois, et voire même souvent beaucoup plus, de savoir que tout est contenu à l'intérieur et que peut-être ce matin, la boîte est fermée. Et il arrive que la boîte est fermée pour un avant-midi et que tout à coup, à 13h30, la boîte se réouvre sans crier gare et que là, l'information redevient disponible. Ça évite aussi cette espèce d'attitude de dire « je te l'avais dit, tu m'écoutes pas quand je te parle », « concentre-toi » ou de faire pratiquer la personne encore et encore pour se rappeler d'une information parce que c'est pas elle qui décide. Et non plus que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc, c'est pas parce que j'ai étudié à l'université, que je suis médecin, que je vais avoir moins de difficultés avec ça. Ça n'a rien à voir avec mon éducation, ça n'a rien à voir avec l'origine du pays d'où je viens ni de mon âge. C'est carrément mécanique. Et à la lumière de cet exemple-là, je voyais dans les yeux des gens, à la fois les patients, qui avaient l'air d'être contents qu'on explique à leurs proches aussi comment ça fonctionne, parce que ça doit être très difficile pour eux de se faire dire des trucs comme ça régulièrement, même si c'est dit gentiment, de dire il faudrait que tu te forces et tout. Il y a des gens qui vont choisir de se fermer parce qu'ils en ont marre de voir qui dérange à force de répéter. Alors, puisqu'il est si apprécié, c'est pour ça que je choisis de le partager au plus grand nombre maintenant. Mais c'est uniquement à titre facilitateur, si on veut, pour nous aider à mieux saisir. Ce qui m'a frappé le plus, c'est que ma mère, c'était une femme de tête. Puis dans l'approche de Lynn, ce qu'elle racontait, c'était que ça partait à partir du cœur. Maintenant, ces gens-là qui avaient moins de facilité avec leur mental, ils fonctionnaient beaucoup avec leur cœur. Comme ma mère avait toujours fonctionné avec sa tête, c'est comme là, on voyait qu'il y avait comme une espèce de clash. Puis là, on s'est mis à fonctionner de cette façon-là avec ma mère, vraiment d'y aller d'une façon à ce qu'on essaie vraiment de ne plus toucher son mental, pas trop en tout cas, plus de se ramener directement au cœur. Puis il y avait aussi, je te dirais, du fait qu'on comprenait que, c'était l'histoire de la petite boîte. Là, elle nous expliquait que toutes les données étaient dans la petite boîte puis qu'elle était ouverte ou étaient fermées. Bien là, on pouvait constater ça. Puis il y a aussi, dans cette approche-là, étant donné qu'on fonctionne avec le cœur, c'est vraiment l'intention quand on arrivait, est-ce qu'on avait... puis c'était évident là, que si on arrivait avec une intention qui n'était pas nécessairement mal intentionnée, mais plutôt de diriger, on frappait un mur, là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, on s'est mis à voir ma mère d'un autre œil, puis à agir avec elle d'une façon vraiment plus spontanée, cœur à cœur. Puis ça, je trouvais ça merveilleux. Puis de voir aussi dans cette approche-là, ce que j'avais compris, c'était que souvent, ces gens-là, ils avaient besoin d'être plus rassurés, pas rassurés avec la tête, mais avec le cœur. Et puis, en fonctionnant de cette façon-là, ça réussissait avec ma mère, mais vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Elle était tout le temps... Tu voyais comment on était capable de la rassurer maintenant. C'était plus facile, là. C'est qu'elle dédramatise la façon de s'approcher des personnes atteintes d'Alzheimer. Elle a une facilité de nous faire comprendre que ces gens-là, ce sont des êtres humains comme nous,
Leur compréhension est un petit peu plus lente ou n'est plus là, dépendamment du degré où la personne est rendue. Et elle nous apporte des trucs pour être capable d'approcher même les gens les plus avancés dans la maladie. Comme elle dit, il ne faut pas regarder la maladie, mais bien la personne. Et je trouve ça extraordinaire. Lynn travaille beaucoup au niveau du cœur, au niveau de côté affectif, côté... ces personnes-là qui sont atteintes, ce que j'ai appris dans mes formations, c'est qu'ils sont... leur côté affectif ne meurt jamais. Ce qui me touchait beaucoup. Ce qui veut dire que quand on est en contact avec ces personnes-là, c'est vraiment du cœur à cœur. Et c'est ce qui m'a attirée. Et ce que Lynn nous parlait aussi dans ses formations, c'est d'aller vraiment rejoindre la personne dans ce qu'elle est de plus profond d'elle. Fait que souvent, c'est juste d'être là, d'observer, d'être authentique avec elle, de regarder ses intérêts, d'aller vers ses intérêts. Quand les personnes nous parlent d'eux, notre réflexe, c'est souvent de les ramener à la réalité, quelque part, à notre réalité. Ou de vouloir s'assurer que l'information est juste. Du moins, c'est ce que j'ai observé. J'aurais tendance à dire que tout ça, c'est pas important. Parce que si on se rappelle que c'est le souvenir de l'échange que la personne va garder en elle, mais que ce soit vrai ou pas ce qu'elle m'a dit, si j'ai pu échanger un moment où elle était bien avec moi puis que j'étais bien avec elle, à quoi bon le reste? Alors, c'est tout simple comme réflexion, hein, mais c'est au cœur de la vie en entier. Hein. C'est pas juste la maladie d'Alzheimer, quelque part. Mais d'être vigilant à nos réflexes très cartésiens de vouloir ramener les choses dans la vérité, dans une mesure qui est la nôtre, et se demander si c'est si important que ça, quelque part. Je pense que ça peut beaucoup faciliter les liens. Et je pense aussi que ça peut beaucoup aider à l'ouverture de la personne qui est atteinte, de lui permettre de s'exprimer davantage sans limite. Mon frère, c'est le seul dans la maison. Pendant les 3 enfants, lui, c'est un gars de tête aussi, mon frère. Fait que lui, là, il s'est mis à rejoindre ma mère d'une façon différente maintenant. Il l'affrontait plus ou il s'en allait pas. Sa façon de faire à mon frère, ça faisait pas son affaire comme il s'en allait, tu sais. Ou c'était pas long, il se levait puis il partait. Puis là, maintenant, il s'est mis à lui parler différemment. Il s'assoit à côté d'elle maintenant quand il y a un souper de famille. Puis lui, il fait plein de niaiseries là, pour faire rire ma mère. Au lieu de se retirer, maintenant, il s'implique plus. Certain que la mémoire qui est affectée en premier avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire à court terme. La mémoire à long terme se détériore, mais beaucoup plus doucement. Donc, quelque part, c'est très intéressant pour les aidants, pour les accompagnateurs, pour les personnes à la maison aussi, d'être informés de ce fait-là. Parce que justement, l'important, c'est de nourrir ce qui fonctionne bien. Alors, comme la mémoire à long terme fonctionne bien, c'est pas nécessaire d'avoir des outils extraordinaires, juste d'utiliser les souvenirs de la personne, de faire le tour avec elle de ce qu'elle aimait le plus, de ce qu'elle trouvait intéressant, de ses vieilles photos, de retourner dans son passé et voire même, ça peut être une occasion extraordinaire de découvrir des choses qu'on connaissait même pas sur le passé de la personne. Et au fond, je dirais que ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'on est intéressé par la personne quand on lui pose des questions sur son passé. Et la personne va arriver à décoder si on a un réel intérêt en elle ou pas. Et même si elle se répète plusieurs fois dans sa réponse, ce qu'elle va garder en mémoire, c'est pas le nombre de fois où on en a parlé, c'est notre attitude, notre réceptivité, notre authenticité, notre ouverture à elle pendant qu'on était présente à elle. C'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je nommais des souvenirs d'amour. Ça peut être aussi simple que ça. Une qualité de présence inconditionnelle, très ouverte, sans attendre de résultats ni de conditions. Peu importe le temps, ce sont des souvenirs que les gens vont garder au cœur de leur être. Ça, j'en ai vraiment la certitude. Une autre chose aussi que j'ai vraiment adoré, c'était, puis qui fonctionne avec ma mère aussi très bien, c'est les souvenirs d'amour. T'sais. Là, on s'est mis, parce que, bon, ma mère, c'est une femme de tête, comme je te disais, on n'avait pas la relation n'était pas facile. Puis là, on s'est mis à créer des souvenirs d'amour après ça. C'était très, très important quand on faisait quelque chose avec maman. C'était là, on créait. On n'en avait pas de souvenirs d'amour d'avant, puis là, on en a créé plein. T'sais. Souvent, la famille proche...
quand ils se réunissent ensemble, ce que j'ai vu, en tout cas, ils vont parler entre eux, ils vont ignorer la personne qui est là. C'est comme si la personne n'existe plus ou le fait qu'elle nous fasse répéter souvent ou qu'elle... C'est comme s'il l'ignore. Moi, j'essaie dans mon rôle de l'emmener dans la conversation parce que c'est pas parce qu'elle est atteinte qu'elle n'est plus là non plus, parce qu'elle a... Il y a des degrés aussi là-dedans, aussi, dans la maladie. Non? C'est que les aidants naturels, d'abord, ont de la difficulté à accepter que la personne aimée soit quelqu'un d'autre. Pour eux autres, c'est très, très difficile. Et l'approche qu'ils ont avec les personnes atteintes d'Alzheimer n'est pas nécessairement toujours la bonne. Vous savez, si vous dites à une personne atteinte d'Alzheimer, « Bien, voyons donc, Albert, tu sais où est-ce que... Et ta montre, tous les jours, tu la mets à la même place. » La personne ne s'en rappelle pas. C'est des trucs que Lynn nous a donnés, dire, cessez de dire aux personnes, vous le savez, ils ne s'en rappellent plus. Alors, c'est ce que je dis aussi. Puis, je vais appliquer ça dans mes futures conférences en septembre, là. Je vais avoir des rencontres avec mes aidants naturels et puis c'est sûr que je vais me servir de ces outils-là pour leur donner, passer l'information en douce. Parce que quand ils viennent ici, c'est pour relaxer bien souvent, mais aussi apprendre. Hein? Alors, je vais leur passer les messages doucement. Donc, comme souvenir d'amour qu'on a créé, c'est d'aller magasiner avec ma mère. Fait que ma sœur était allée à un moment donné, puis c'est aussi bête qu'elle avait besoin d'un soutien-gorge, ma mère. Puis quand ils sont rendus avec cette maladie-là, ils ont moins d'inhibition. Hein. Fait que là, moi, ma sœur, elle a passé une super journée. Ma mère sortait, elle était à moitié habillée, mais c'était une relation qui s'est créée. Puis après ça, on est capable de se rappeler ça. T'sais. Je m'aperçois beaucoup aussi dans les familles proches de la personne qui est atteinte, comment je vous dirais ça? Donc, eux autres ont connu la personne avant. Et le fait qu'elle soit atteinte, on dirait que ça les éloigne. Ils ont de la misère à s'approcher d'elle. C'est comme si la personne devient quelqu'un d'autre. Et pour eux autres, c'est quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Fait qu'ils sont, je ne les sens pas nécessairement proches. C'est comme si les liens se coupent un peu au lieu de se rapprocher. Et si je peux donner un exemple qui a été pour moi des plus percutants, c'était une dame qui était en toute fin de la maladie, qui ne bougeait plus, qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus. Et quand on est allé la voir avec mes enfants dans le cadre de la fête de Noël, ma fille avait fait une carte de Noël pour tout le monde. Donc, elle m'a demandé, avant de lui remettre, si ça valait la peine de parler à cette dame puis de lui donner une carte. Alors, ma réponse a été spontanée. Il y a une partie de cette dame-là qui t'entend parce qu'elle n'est pas malade, parce qu'elle n'a pas la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, la mémoire du cœur est toujours fonctionnelle. Et ma fille, spontanément, lui a raconté ce qu'elle avait écrit dans sa carte. Et elle lui a mis sur son téléviseur en lui disant « Si jamais un jour vous pouvez la voir, bien, elle sera devant vous. » Et quand elle est retournée vers la dame, elle a ouvert ses bras. Et puis, elle l'a prise dans ses bras, elle l'a amenée sur son lit et elle l'a gardée comme ça pendant au moins quelques minutes. Et il y a des grosses larmes qui coulaient chaque côté de son visage, qui est venu vraiment pour moi me confirmer que tout ce que les gens en fin de vie m'avaient enseigné était vrai, peu importe la maladie, peu importe l'état des facultés aussi cognitives et sa capacité de nous répondre et de nous dire qu'elle est encore là. Et je pense honnêtement que si cette dame-là, elle avait pu, elle nous aurait dit enfin quelqu'un qui voit au-delà des apparences, quelqu'un qui sait que cette forme de mémoire est toujours existante. J'ai pas lu tout ce qui existe sur la maladie d'Alzheimer, mais je pense qu'on n'en sait pas tant que ça. Parce que les personnes qui sont atteintes ont de la difficulté à nous le partager quand elles arrivent à un certain stade de la maladie. Quand elles sont au début de la maladie, oui, j'ai pu discuter avec des gens où elles me racontaient évidemment leur tristesse, leur frustration. Souvent, les gens sont extrêmement frustrés de voir qu'ils n'y arrivent pas. Je me souviens d'un monsieur, entre autres, à qui je faisais un test de dépistage qui était dans la quarantaine. Et quand il dessinait quelque chose que je lui avais demandé, il prenait conscience tout à coup que c'était un problème qu'il avait et non des difficultés de mémoire reliées à une autre situation. Et pendant qu'il faisait le test, il s'est mis à pleurer parce qu'il venait de voir que, bon, ça y est, ça risque d'être ça. Alors, toute cette espèce de désespoir qui peut les habiter aussi d'un futur
Tu sais, souvent, on va dire l'expression « un futur incertain », mais dans ce cas-ci, c'est un futur certain. Parce qu'on est à peu près certain du chemin que ça va prendre. On le sait que c'est dégénératif. On le sait qu'il n'y a pas de traitement pour l'instant. Et bien qu'on veuille croire qu'il va en avoir un, ce qui est très possible d'ailleurs, il ne faut pas non plus être négatif à ce niveau-là, mais pour l'instant, il n'y a rien. La première approche, c'est d'aller voir son médecin et d'expliquer le comportement de la personne. Mais moi, ce que je leur suggère, c'est prenez des notes. Prenez-vous un petit cahier, prenez des notes. Aujourd'hui, Albert, il a eu des comportements bizarres. Il s'est fâché pour rien. Avant, il n'était pas comme ça. Il a oublié telle et telle chose. Ma fille est arrivée, il la regardait. Il ne comprenait pas qui elle était. De prendre des notes pour présenter au médecin pour qu'il fasse un bon diagnostic et qu'il s'empresse de faire un diagnostic et de référer à un neurologue si c'est nécessaire. Souvent, ces personnes-là vont faire des gestes qui ne comprennent pas eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment aller au-delà de ça, de les faire parler, d'être vraiment à l'écoute de ce qu'ils disent, d'être présent à leur humeur. Ça se peut que des fois qu'il y en a qui choquent, mais vraiment de les accueillir là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, je vous dirais autant moi que ma sœur, définitivement, on s'en est parlé, mon frère moins, là, mais on s'est mis à aimer notre mère. À cause que la relation était très difficile avant, puis avec ça maintenant, parce que aussi sûrement parce qu'on a créé des moments d'amour puis des souvenirs d'amour, là, vraiment la relation. Là maintenant, je peux dire que j'aime ma mère. Fait que c'est quand elle partira, le jour où moi je pourrais dire ça. T'sais. Est-ce que les gens sont outillés pour composer avec la maladie? Je dirais probablement très peu. Parce que, de un, c'est une maladie qui nous dérange beaucoup en tant que société. C'est une maladie qui fait peur parce qu'on sait que ça va en grandissant. On sait que pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Autant pour la personne qui est diagnostiquée que pour les proches, en fait. Hein, parce que la personne, quand elle est diagnostiquée au début, elle est très consciente de tout ça. Les gens sont pas... c'est pas parce qu'ils ont la maladie d'Alzheimer qu'ils ont perdu leur intelligence. Loin de là, ce sont des gens qui demeurent intelligents, mais qui oublient à court terme. Donc, c'est très pénible pour eux parce qu'ils savent par où ils s'en vont. Ils veulent pas déranger les autres, ils veulent pas être un fardeau. Et donc, ce sont à l'occasion des gens qui vont se retirer pour tenter d'éviter ça, pour tenter aussi de ne pas voir ce qui vient pour eux. Pour les proches aussi, parce que les proches doivent faire le deuil de ce qu'ils auraient voulu comme lien, comme vie. Et ce ne sont pas des deuils faciles à faire. Ils savent qu'ils vont devoir accompagner la personne au meilleur d'eux-mêmes. Donc, et on est fait comme ça, les humains, on n'a pas tendance à aller chercher ce qui peut nous être utile tant qu'on n'est pas concerné par la situation. Par contre, quand on est concerné, on est souvent plus vulnérable parce qu'on est émotivement coincé dans tous les aspects, toutes les manifestations de la maladie dans notre quotidien, les perturbations que ça peut avoir. Alors, si ce n'est que ça, c'est déjà beaucoup. Et comme on est habitué de vivre et d'œuvrer dans la vie à partir de tout ce qui est cartésien, mental, quantitatif, mesurable, performant, mais quand on arrive avec la maladie d'Alzheimer, ça nous amène hors de toutes ces données-là. Parce qu'au fond, c'est l'être, hein? C'est l'instant présent. Les gens sont dans l'instant présent. Et les qualités de cœur sont souvent moins appréciées, si on veut, quand on est dans des critères de performance. Donc, on doit revenir, nous, dans le cœur pour mieux accompagner la personne là où elle est. Et ça non plus, on n'est pas habitué de vivre comme ça, maladie d'Alzheimer ou non. Donc, c'est pour ça que moi, je dis haut et fort que les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ce sont eux nos enseignants parce que quelque part, ils nous réapprennent à vivre à partir du bon endroit, si on le veut bien. Mais par amour pour la personne qui est atteinte et pour ne pas avoir de regrets au terme de sa vie, la majorité des gens vont choisir de se donner les moyens d'aller la rejoindre là où elle est. Mais c'est souvent que les gens ne savent pas comment aller la rejoindre. Et c'est de là qu'est née mon approche, pour les aider à mieux entrer en lien avec la personne, à faire une différence,
Alors, autrement dit, on ne peut plus faire semblant que la maladie d'Alzheimer ne fait pas partie de notre réalité, de notre société, et on ne peut pas non plus croire ou du moins se laisser croire qu'on ne va pas être concerné d'une manière ou d'une autre dans notre vie, raison pour laquelle j'avais envie aussi de parler davantage de cette maladie-là. Pas sous un angle médical, parce que je suis loin d'être une spécialiste de l'aspect médical de la maladie d'Alzheimer, mais peut-être beaucoup plus sur un angle d'une approche, à savoir comment entrer en lien avec les gens, comment comprendre de façon très simple et concrète aussi ce qui se passe chez quelqu'un qui a la maladie, justement pour continuer de nourrir les liens. Parce que, bon, pour l'instant, il n'y a pas de traitement pour guérir la maladie. Alors, en attendant qu'on trouve quelque chose, on va s'occuper de ce sur quoi on a du contrôle.